Alors, bonjour, bienvenue à cette capsule web qui traite des échelles de mesure versus le jugement clinique infirmier. J'ai pensé faire cette capsule-là parce que dans nos cours à l'université ou encore en formation continue, on présente beaucoup d'échelles de mesure pour soutenir le jugement clinique des infirmières. Mais je me suis rendu compte que ce soit auprès des étudiants ou encore auprès des collègues infirmières et infirmiers ou en formation continue, que des fois les gens avaient de la misère à situer exactement à quelle place et à quel moment et dans quelles circonstances on devrait utiliser ces échelles de mesure-là. J'ai été témoin de situations où on demande à des infirmières de compléter de façon systématique plusieurs instruments de mesure et la pertinence n'est pas toujours justifiée à mes yeux. Et c'est un peu de ça que je veux vous entretenir pour, dans le fond, aider à faire une utilisation qui soit la plus judicieuse, la plus optimale de ces échelles de mesure-là. Parce que autant elles peuvent être utiles, elles peuvent aussi être un handicap et venir gruger beaucoup de temps au personnel infirmier. En termes de, il y aurait beaucoup plus de temps à faire d'autres tâches qui soient plus adéquates pour les soins à l'année et ils sont pris à remplir des fois des échelles de mesure, des questionnaires qui, dans le fond, ils se posent des questions sur l'utilité. Par exemple, compléter une échelle de mesure sur le risque de chute chez une personne chez qui on sait qu'il n'y a pas de risque de chute. Encore, compléter une échelle de Braden chez une personne qui ne présente aucun risque de présenter des plaies de pression. Mais l'organisation demande, exige au personnel infirmier de compléter une telle échelle. Alors, c'est face à ces situations-là que j'ai voulu en parler. Puis pour les étudiantes et les étudiants, c'est aussi de comprendre qu'une échelle de mesure, ça a une durée de vie aussi. Donc, on ne définit pas notre rôle comme étant, ben moi, je suis infirmier, au niveau de l'état mental, ma fonction, c'est de passer le mini-examen de l'état mental, ce qu'on appelle le Folstein. On se comprend que ce n'est pas l'idéal non plus parce que vous allez arriver dans un milieu clinique, ils vont vous dire de passer plutôt le test de l'horloge. Dans un autre milieu, de passer le MOCA. Il existe plein de tests cognitifs. Donc, on ne définit pas une pratique ou une profession à l'aide d'échelles de mesure parce que, comme je vous disais, ils ont une durée de vie. Donc, prenons ça à la base. La profession infirmière, au niveau de l'activité réservée 1 et 2, la première activité, c'est évaluation d'état mental et physique d'une personne symptomatique. Et la deuxième activité concerne la surveillance clinique. C'est vraiment à ces endroits-là qu'on peut voir apparaître l'utilité des échelles de mesure. Donc, mon point de vue sur le sujet, c'est qu'au niveau de la première activité réservée, qui est l'évaluation de l'état mental et physique d'une personne symptomatique, c'est que si je vais faire une évaluation chez une personne qui est dyspnéique, qui a de la toux, qui a des expectorations, dans le fond, je vais faire mon histoire de santé, je vais faire mon PQRST, je vais faire un examen physique qui inclura une auscultation pulmonaire. Et si j'ai des crépitants et tout ça, je n'ai pas besoin d'échelle de mesure ou autre chose pour remplir ma fonction d'évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique. La même chose, si il y a une personne qui a une démence, la maladie d'Alzheimer, et à la mobilisation, elle grimace, elle adopte des positions antalgiques, donc qui est clair qu'elle me prend le bras, donc par exemple à la palpation de l'abdomen, il est clair qu'elle a de la douleur. Donc encore là, si pour moi, à l'examen clinique, il est évident que j'ai bien détecté, reconnu la présence d'un signe, d'un symptôme, mais il est inutile de compléter mon évaluation par une échelle. Par exemple, une personne pour qui je vais évaluer le risque de chute, ben, je commence toujours par un examen clinique de certains paramètres. Évidemment, si au test du Get Up and Go, qui est dans le fond de se lever, de marcher sur 3 mètres, faire un demi-tour, revenir, il n'y a aucune perte d'équilibre, les pas sont réguliers, tout est ferme, fait avec disons, beaucoup de contrôle. Je ne vois pas la pertinence d'aller faire une évaluation du risque de chute nécessaire. D'ailleurs, dans les études qu'il y a eu sur le sujet, on recommande justement de faire une première évaluation de dépistage comme ça, puis si c'est pertinent, de faire un examen clinique. Mais la même chose, si à mon examen clinique, au test de Rombert, je vois dans le fond que la personne là, c'est positif au test de Rombert, ce qui témoigne donc d'un problème au niveau vestibulaire. Ben, en fait, je n'ai pas besoin de faire un examen plus approfondi
de toutes les dimensions de cette personne-là si j'ai clairement identifié son problème. Par exemple, une personne âgée qui a ses chutes arrivent tout le temps la nuit et dans le jour, elle n'a pas vraiment de perte d'équilibre, elle peut se plaindre un petit peu de vertige, des choses comme ça. Puis je fais un test de Rombert, c'est positif. Je n'ai pas vraiment besoin de compléter une échelle une grille de risque de chute. Donc, premier point, le jugement clinique est beaucoup plus important et pertinent. Donc, il faut former les infirmières et les infirmiers à avoir les connaissances et avec l'expérience, vont développer la compétence nécessaire pour faire des examens cliniques globaux, pertinents à la problématique qu'on veut évaluer. Ceci étant dit, compte tenu de la complexité de certaines problématiques qui touchent l'aîné, des fois, on va arriver dans une zone grise. Des personnes qui ont beaucoup de comorbidités, qui sont en situation de fragilité, et dans le fond, on veut identifier tous les facteurs de risque de chute, par exemple, d'une telle personne. Bien, c'est là que pour venir soutenir dans ces circonstances-là le jugement clinique de l'infirmière, qu'on va utiliser une grille d'évaluation du risque de chute. D'ailleurs, dans mon livre, au chapitre 17, on présente une telle grille et c'est dans ce contexte clinique-là qu'on souhaite la faire utiliser. Pas systématiquement chez toutes les personnes âgées faire une évaluation du risque de chute. Il y a une perte de productivité là-dedans et ce qu'on est en train de faire, c'est de brimer un peu tout le potentiel au niveau du jugement clinique de l'infirmière. Donc, la même chose, quand je vous disais tantôt, je fais une palpation profonde d'une personne âgée qui a la maladie d'Alzheimer et qu'elle grimace, qu'elle me saisit le bras, elle se plie, je vois, elle se tord, c'est clair qu'elle a de la douleur. Je n'irai pas faire un Paxilac ou un Doloplus pour dire est-ce qu'elle a vraiment mal. Il est évident, suivant mon examen clinique, qu'elle a de la douleur. Donc, l'utilité de l'échelle de mesure, là, il n'y a pas de plus-value. Donc, ça, c'est vraiment pour parler d'évaluation. Peut-être un dernier exemple. Dans la pratique, des fois, des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer peuvent avoir une dépression. Et là, il n'est pas toujours évident d'évaluer la dépression. Parce qu'on se rappelle, la dépression, il faut examiner auprès de la personne s'il y a une perturbation de l'humeur ou une perte de plaisir, qu'il y a une perte ou un gain de poids, qu'il y a un ralentissement moteur ou encore de l'agitation, qu'il y a de l'insomnie ou de l'hypersomnie, de la culpabilité, des idéations suicidaires. Donc, il y a plusieurs dimensions qui nécessitent une certaine introspection et qu'on ne peut pas vraiment établir en entrevue avec une personne qui est au stade modéré et qui s'approche du stade avancé d'une démence. Alors, dans un tel contexte, encore là, c'est qu'on tombe dans un niveau de complexité élevé, une échelle de dépression en cours de démence, comme on retrouve dans le chapitre sur la dépression, bien, va beaucoup aider l'infirmière parce qu'il y a des seuils qui vont vous permettre de dire, bien, écoute, il y a le 12, par exemple, ça atteint le seuil de 12, mais déjà à 6, on va parler d'un risque élevé de dépression, mais ça vient soutenir notre pratique. Mais évidemment, une personne âgée qui n'a pas de maladie d'Alzheimer et que dans le fond, on parle avec elle, puis elle a une perte de plaisir, une humeur dépressive, elle a eu un gain de poids, elle a de l'hypersomnie, ralentissement moteur, idéation suicidaire, problème de concentration, c'est persistant au courant des 2 dernières semaines de façon quotidienne. Je n'ai pas besoin d'une échelle de mesure pour me dire cette personne-là a un état suggestif d'une dépression. Comprenez? Donc, c'est vraiment les connaissances, les compétences qui sont les plus importantes. Deuxième activité réservée, on parle de surveillance clinique. Bien encore là, dans les situations de problèmes de santé physique, souvent on va utiliser des paramètres signes vitaux, la glycémie, le poids corporel, l'examen physique de l'abdomen, l'examen physique cardiaque, pulmonaire. Dans la majorité des situations, on n'a pas besoin d'échelle de mesure. On a juste besoin d'avoir les connaissances nécessaires au niveau de l'examen clinique pour faire les pratiques nécessaires. Donc, encore là, l'échelle de mesure va venir nous aider dans les situations complexes, dans les situations où est-ce qu'on sait que ça va être difficile de faire une réévaluation. Si on prend l'exemple de la dépression, pour la personne avec qui j'aurai une entrevue et qui n'a pas de déficit cognitif, je vais être capable, en comparant ma note au dossier d'il y a un mois, par exemple, de voir comment il va aujourd'hui, suivant l'entrevue, sur les mêmes paramètres, puis pouvoir indiquer ultérieurement au médecin, écoute, la personne, son état s'améliore ou pas, et favoriser donc une approche interdisciplinaire rigoureuse de la situation. Si j'ai une personne qui a une démence, je suis dans un contexte de centre d'hébergement, donc des fois, ce n'est pas le même personnel qui va réévaluer la personne un mois plus tard. Bien, à ce moment-là, l'échelle de dépression en cours de démence
va beaucoup nous aider. Parce qu'on va pouvoir dire, ben, il y a un mois, la personne elle avait 14, par exemple, et on est un mois plus tard et elle est à 12, mais on peut se dire, on est sur la bonne voie, mais ça nous permet vraiment d'avoir des paramètres de suivi qui soient rigoureux, puis qui vont être efficaces, peu importe, c'est-à-dire qu'il va être valide, peu importe l'infirmier ou l'infirmière qui le complète. Parce que ces échelles-là, la beauté de la chose, c'est qu'ils ont été validées et on a examiné l'harmonie interjeu, c'est-à-dire peu importe que ce soit n'importe quel infirmier qui répond au système, si elle a été proprement formée, ça va fournir des réponses de la même qualité. Donc, en termes de surveillance clinique, c'était les exemples que je lui ai donnés. Il y a peut-être le mini-examen d'état mental aussi, le Folstein. Ben, si quelqu'un prend de l'Aricept, de l'Excellon, Réménil, dans le fond, et qu'on veut évaluer l'évolution de sa cognition, donc sa mémoire d'orientation, etc. Je pense aux infirmières de GMF, par exemple. Bien évidemment, il devient difficile chez une personne dont l'état cognitif évolue, se détériore et qu'elle a particulièrement des problèmes de mémoire, de se baser sur le point de vue de la personne. On va toujours aller le chercher, on va toujours aller chercher le point de vue de la famille, mais à ce moment-là, un test cognitif va être très utile pour pouvoir avoir des comparables. Donc, ça, c'est aussi un contexte pour lequel les échelles de mesure vont venir soutenir la pratique de l'infirmière. Pour conclure, j'aime toujours citer une étude qui est fort intéressante, qui a été publiée, je l'adore, mais ça fait déjà longtemps qu'elle a été publiée, c'est en 1995. C'était publié dans le Journal of Gerontological Nursing et c'était publié par PALS, P-A-L-S. Donc, c'est, je ne sais pas si vous voyez les Clinical Triggers for Detection of Fever and Dehydration. Alors, cette étude-là, ce qui est très intéressant, et vous allez comprendre pourquoi ça me plaît, c'est parce que dans beaucoup de milieux, on va demander, par exemple, de prendre les signes vitaux une fois par mois, une fois 3 mois, chez tous les patients ou résidents, sans même se questionner si c'est pertinent. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont regardé si on se fie aux pratiques routinières. Dans ce cas-là, c'était ils prenaient les signes vitaux une fois par mois. Ils ont fait l'étude sur 4 mois et ils ont regardé combien de cas de fièvre on va détecter de cette manière-là. Mais simultanément, ils disaient aux infirmières, les infirmiers, si vous pensez que la personne a de la fièvre, compte tenu de certains symptômes, qui, par exemple, vous avez observé une perte d'autonomie, vous la trouvez chaude au toucher, elle a un écoulement nasal, et donc vous avez une préoccupation clinique, on aimerait que vous la notiez, la préoccupation clinique, puis vous alliez prendre la température de cette personne-là. Puis on va être en mesure de comparer donc votre jugement clinique basé sur votre observation versus une pratique de routine. Donc, j'ai le plaisir de vous dire que sur 520 mesures de la température corporelle, ils ont été en mesure de détecter un cas de fièvre de cette manière-là. Donc, on a un ratio de 1 pour 520. Alors évidemment, j'imagine que les infirmières et infirmiers en prévention des infections vont aussi être très préoccupés de ça, donc, parce que vous savez, quand on prend la température dans un contexte d'hébergement aussi, donc c'est invasif quand même, c'est des instruments qui peuvent être des vecteurs pour les infections. Mais on voit que 1 pour 520, je ne suis pas sûr que c'est très efficace. Et pour ce qui a trait aux infirmières et infirmiers, eh bien, eux, leur niveau d'efficacité était de 85%. Alors, sur 100 situations où est-ce qu'ils ont pensé que, oh, il y a peut-être de la fièvre, je soupçonne quelque chose, dans 85% des cas, ça a été confirmé lors de la mesure de la température corporelle. Alors, c'est une étude qui est fort intéressante, qui permet un peu d'appuyer certains points que j'ai soulignés précédemment, qu'il n'y a rien de mieux que des infirmières et infirmiers qui sont bien formés, qui ont le temps d'observer les patients ou les résidents pour avoir un bon jugement clinique dans la situation. Et c'est vraiment ça qu'on doit encourager. Et les échelles de mesure, on doit s'assurer qu'elles sont valides, qu'elles sont pertinentes au contexte clinique et évidemment de les utiliser dans le contexte ou chez les patients chez qui c'est pertinent. Et il faut beaucoup avoir peur d'utilisation systématique d'échelle parce qu'il y a probablement une perte de productivité derrière ça. Alors, j'espère que cette capsule web vous a plu. Et je répète, si vous avez des questions, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas
à m'envoyer un courriel à cet effet. Au revoir.